Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Décryptage sur CGTN français. Alors que les deux sessions attirent l'attention sur les grandes priorités de la Chine, nous avons choisi aujourd'hui de partir du concret, du vécu, du quotidien. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Mouillet, journaliste à CGTN français, installé à Beijing depuis plus de 15 ans. Bonjour Yves. Bonjour Monia. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. En Occident, on entend souvent qu'une croissance autour de 4,5-5% pour la Chine, c'est le signe d'un ralentissement historique. Certains y voient même la preuve que le moteur chinois s'essouffle. Alors selon vous, est-ce une lecture lucide ou un vrai contresens ? Bon, alors pour moi je dirais que c'est une lecture incomplète et souvent un contresens, si l'on oublie l'essentiel. La taille de l'économie chinoise aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec celle d'il y a 20 ou 30 ans. Donc on peut dire que quand une économie de cette ampleur croît encore autour de 5%, ça représente une création de richesse considérable. Parce que bien entendu, on ne peut pas comparer mécaniquement les chiffres d'aujourd'hui avec ceux d'une période de rattrapage. Puis aussi une autre question, je pense qu'il est important de se poser, c'est combien la Chine croît, mais comment elle croît. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est la qualité de la croissance, l'innovation, les technologies vertes, je dirais la montée en gamme industrielle, les services, la consommation et bien sûr la santé publique. Donc autrement dit, on peut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'aller plus vite, mais aussi d'aller plus loin, plus solidement et de façon plus équilibrée. Alors, pourtant, quand on écoute beaucoup d'analyses étrangères, on entend un récit beaucoup plus sombre, demande intérieure moins forte, ménages plus prudents, investisseurs étrangers plus hésitants. Vous qui vivez ici depuis longtemps, est-ce que vous voyez une Chine qui doute ? Alors, je vois surtout une Chine qui, je dirais, s'ajuste. Ce n'est pas une Chine qui s'effondre, ni une Chine paralysée par le doute. Alors, bien sûr, il y a de la prudence, comme dans beaucoup d'économies aujourd'hui. Il faut dire que le contexte international, il est un peu plus compliqué. Mais sur le terrain, on voit encore en Chine beaucoup de vitalité. Et c'est une vitalité qui se voit par exemple dans le tourisme intérieur, dans la rapidité des services, dans la consommation du quotidien, dans le dynamisme des plateformes, dans la logistique, dans l'électromobilité, dans les nouveaux secteurs industriels. Donc par exemple sur les investissements étrangers, là aussi, il y a des raccourcis qu'il faut éviter. Certaines entreprises réévaluent leur stratégie, c'est vrai, mais beaucoup malgré tout restent et réinvestissent et continuent de considérer la Chine comme un marché incontournable, avec des infrastructures de haut niveau, une chaîne d'approvisionnement complète et même, je dirais, un potentiel qui est vraiment immense. Donc non, bien sûr, je ne vois pas une Chine qui doute d'elle-même, je vois plutôt une Chine qui cherche une nouvelle étape de développement. Alors, autre critique aussi attendue, la Chine ne serait plus aussi attractive qu'avant et son modèle exportateur arriverait à bout de souffle. Est-ce que là encore, le terrain dément ce récit ? Là encore, je pense qu'il faut regarder de près ce qui change réellement. La Chine n'exporte pas forcément seulement plus ou moins, elle exporte surtout autrement. Donc elle monte en gamme, on le voit avec les véhicules électriques par exemple, les batteries, les équipements liés à la transition énergétique, mais aussi avec un grand nombre de produits industriels qui, je dirais, sont beaucoup plus sophistiqués. Donc pour les investisseurs étrangers, la question n'est pas seulement de l'ordre du coût, puisque la Chine reste attractive, parce que c'est vraiment un marché immense, avec des infrastructures efficaces, une main-d'œuvre qualifiée, une capacité d'exécution très 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 forte. Donc oui, je dirais que le modèle évolue, mais parler d'essoufflement pur et simple me semble vraiment réducteur. Et ce qu'on observe partout, c'est une transformation du modèle et absolument pas sa disparition. Alors Yves, quand on arrive en Chine, on est tout de suite frappé par la fluidité du quotidien. Payer, se déplacer, commander, réserver, tout se passe par le téléphone. Alors c'est impressionnant, mais certains visiteurs disent aussi, si on n'est pas totalement à l'aise avec le numérique, on peut vite se sentir dépassé. Est-ce que ce confort a aussi un revers ? Oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Il faut se la poser. Je crois que c'est très important. C'est indéniable. La technologie a transformé le quotidien en Chine de manière spectaculaire. Acheter, payer, réserver un train, commander à manger, prendre un rendez-vous médical, tout cela, c'est devenu très très fluide. Et quand on vit ici, on mesure bien sûr à quel point ça fait gagner beaucoup de temps. Mais vous avez raison, cette efficacité peut aussi créer une forme de dépendance au smartphone. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit depuis quelques années en Chine des efforts pour rendre certains services plus inclusifs.
Donc pour rendre certains services plus inclusifs, notamment pour les personnes âgées ou pour ceux qui maîtrisent un peu moins bien les outils numériques. Donc je dirais, le progrès, il est réel, il est massif, il est vraiment visible, mais comme tout progrès, il doit aussi rester accessible à la majorité. Et sur la santé cette fois, le discours met l'accent sur le bien-être, l'amélioration des services, mais dans un pays aussi vaste que la Chine, avec une population vieillissante, est-ce que cette modernisation est réellement perceptible pour les gens ? Je dirais qu'elle est non seulement perceptible, mais elle est surtout très concrète. En 15 ans, j'ai vu une modernisation très nette dans de nombreux établissements. Par exemple, la prise de rendez-vous en ligne, le paiement numérique, un accès plus simple aux résultats et même une meilleure organisation de certains parcours de soins. Donc pour l'usager, ce sont des changements très importants. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce que comme dans tous les grands pays, il reste bien sûr des écarts entre régions, des tensions liées au vieillissement, des besoins croissants en soins de qualité. Mais ce qui me semble important, c'est que la santé, elle est aujourd'hui clairement traitée comme une question centrale du bien-être social. Et ça se ressent dans la manière dont ce sujet est intégré aux priorités publiques. Yves, la Chine impressionne aussi pour ses infrastructures et en particulier le train à grande vitesse. Mais certains observateurs occidentaux y voient surtout une vitrine de modernité. Là encore, est-ce que ces transports changent réellement la vie quotidienne des gens ou est-ce surtout une belle image ? Je dirais, c'est pas seulement une belle image, c'est vraiment une transformation profonde de la vie quotidienne. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure le train à grande vitesse. Il change complètement le rapport aux distances. Il facilite les déplacements professionnels, le tourisme, les visites familiales même, l'accès à d'autres régions. Donc il rapproche concrètement les territoires. Donc en ville aussi, on a le développement des métros qui est considérable, des réseaux de transport intégrés, des applications qui rendent ces déplacements beaucoup plus simples. Donc on est bien au-delà de la vitrine. Les transports ici, pour moi, touchent directement à la qualité de vie, à l'accès aux opportunités et même à la perception qu'on a du pays dans son ensemble. On va aborder à présent un sujet un peu plus sensible. En Europe, beaucoup disent, sans alternance électorale telle qu'on la connaît, en Occident en tout cas, il ne peut pas y avoir de démocratie. Alors quand la Chine parle de démocratie populaire, de tout le processus, beaucoup restent sceptiques. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de discours. Moi, je réponds toujours à ce genre de questions qu'avant de juger, il faut comprendre la logique du système telle qu'elle fonctionne ici. Donc en Occident, c'est vrai qu'on associe très souvent la démocratie presque exclusivement au vote compétitif. En Chine, c'est vraiment différent. L'accès, il est davantage mis sur la consultation, la remontée des besoins, la médiation locale, la représentation à plusieurs niveaux et surtout, je dirais, la capacité des problèmes concrets, la capacité à les traiter. Donc ça passe par des canaux variés, des consultations locales, des comités de quartier, des enquêtes, des plateformes numériques, des dispositifs de remontée d'informations. Et d'ailleurs, les deux sessions en sont elles-mêmes une illustration très concrète. Quand on voit qu'il y a plusieurs milliers de députés et de membres venus de tout le pays qui se réunissent à Beijing pour discuter de sujets qui touchent directement la vie de chacun, comme l'emploi, la santé, l'éducation ou les transports, le pouvoir d'achat. Donc pour moi, c'est une expression très claire d'une démocratie chinoise qui est ancrée dans le réel. Parce qu'au fond, la question qui se pose ici, c'est est-ce que les besoins de la population sont entendus? Est-ce qu'ils remontent vraiment jusqu'aux décideurs? Et est-ce qu'ils peuvent se traduire véritablement en action publique? Donc c'est vraiment une autre logique que celle des démocraties occidentales. Mais bien sûr, on ne peut pas la comprendre si on la réduit simplement à ce qu'elle n'est pas. Alors justement, il y a un numéro qui est important ici, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Pour être un peu provocatrice, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un outil de participation citoyenne ou simplement d'un service de réclamation un peu plus efficace que les autres? Alors, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, il ne s'agit pas d'une suite de chiffres quelconque, c'est vraiment, bien sûr, un service de réclamation, mais il ne faut pas le sous-estimer parce qu'on est vraiment là dans la pratique la plus pure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que c'est exactement? Ça permet à des citoyens de signaler directement des problèmes qui sont très concrets, que ce soit le bruit, le chauffage, la propreté, le stationnement, le placement d'un feu rouge à tel endroit qui peut être dangereux pour un citoyen,
Donc ces problèmes-là, c'est des problèmes qui touchent à la vie quotidienne et qui du coup sont pris vraiment en charge dans un cadre institutionnel. Pour moi, ce n'est pas vraiment une idée abstraite de la participation, c'est une participation pratique. Alors évidemment, ça ne remplace pas tous les autres mécanismes de consultation, de représentation, mais pour vraiment comprendre cette gouvernance chinoise, pour moi c'est un exemple très utile parce qu'on voit comment des préoccupations ordinaires de monsieur tout le monde peuvent remonter et appeler une réponse. Et c'est finalement aussi cela que la Chine met en avant lorsqu'elle parle de processus démocratiques ancrés dans le réel. Alors on va élargir un peu plus notre discussion, on va parler à présent de diplomatie, ce sera notre dernier point. La Chine insiste beaucoup sur la coopération, le développement, le multilatéralisme, mais ses détracteurs disent au fond, elle défend ses intérêts comme toutes les grandes puissances. En quoi sa diplomatie serait-elle vraiment différente ? Vous l'avez très bien dit, bien entendu, l'ensemble des grandes puissances défendent leurs intérêts et la Chine ne fait évidemment pas exception. Mais ce qui distingue la Chine, c'est cette cohérence et une certaine constance de sa ligne diplomatique. Parce que le monde dans lequel on vit, on voit bien qu'il y a certains pays qui changent brutalement de cap, qui reviennent même sur leur engagement ou créent du coup de très fortes turbulences internationales. Alors la Chine, elle, que fait-elle ? Elle met en avant une forme de continuité, de lisibilité, de prévisibilité. Donc autrement dit, elle cherche à apporter de la certitude dans un environnement mondial qui manque souvent de repères. Donc cette diplomatie, elle insiste sur la souveraineté, le dialogue, le développement, sur la coopération économique et bien entendu sur le multilatéralisme. Donc c'est pour moi précisément cette stabilité qui la distingue véritablement de certains acteurs dont les décisions peuvent au contraire semer une grande confusion, voire un chaos sur la scène internationale. Donc on peut bien sûr débattre des intérêts de chacun, mais véritablement ce que la Chine veut projeter, c'est l'image d'un partenaire prévisible, cohérent, stable, capable de tenir une ligne dans la durée. Et dans ce contexte actuel que tout le monde connaît, c'est une cohérence, une certitude qui pour beaucoup de pays est une valeur en elle-même. Merci beaucoup Yves pour votre éclairage et vos explications. Et en vous écoutant, moi qui suis en Chine que depuis quelques mois, je retiens surtout une chose. La Chine se comprend peut-être moins à travers les commentaires extérieurs qu'à travers ce qu'elle produit dans le quotidien. Quand on arrive à Beijing, on est frappé par la vitesse, la technologie, par les transports, par la fluidité des services. Mais à vous entendre, on comprend que derrière tout cela, il y a aussi une certaine manière de penser l'action publique, partir des besoins concrets de la vie de tous les jours et chercher à y répondre. Et aussi, je retiens aussi deux idées fortes. D'abord que les deux sessions ne sont pas seulement un grand rendez-vous politique, elles montrent aussi comment des milliers de députés, de membres viennent à Beijing pour discuter de questions qui touchent directement la vie des gens. Ensuite, que dans un monde souvent instable, la Chine cherche à projeter une image de continuité, de cohérence et de prévisibilité. Et c'est sans doute ce qui ressort aussi de cet échange. Au-delà des grands objectifs nationaux, ce sont toujours des sujets très concrets qui reviennent: l'emploi, la santé, la mobilité, le pouvoir d'achat ou encore la qualité de vie. Merci d'avoir été avec nous dans Décryptage sur CGTN Français.